Bienvenue sur Direct Mag. Notre émission aujourd'hui est consacrée à l'art, céramique, peinture, bande dessinée. Il peut prendre de nombreuses formes. Nous en parlerons avec notre invité du jour, le dessinateur Gilles Rochier. Mais avant, la céramique. Ces objets artisanaux en terre et en argile sont très prisés pendant les fêtes, notamment sur les marchés de Noël. Alors comment sont-ils confectionnés puis acheminés sur ces différents points de vente? Élément de réponse de Laurine Vaccaro. Je suis céramiste, donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes des pièces que je travaille actuellement. Donc ce sont des pièces tournées. Donc je pars d'une argile crue relativement molle. Je vais la mettre sur le tour de potier et je vais la mettre en forme. Et j'obtiendrai quelque chose, mettons, qui a à peu près cette forme. Une fois que ça c'est fait, je vais retirer la pièce du tour pour passer à l'étape suivante, qui est l'étape du tournassage. On va la remettre à l'envers sur le tour et on va venir tailler le pied pour obtenir un pied qui va ressembler à ça. Une fois que ça va être fait, dans ce travail-là, avec ces pièces-là, je pose un décor sur terre crue. C'est de la porcelaine. Donc j'applique la porcelaine sur la terre crue. Et une fois que ça, c'est terminé, je laisse entièrement sécher la pièce pour pouvoir la cuire une première fois et obtenir ce qu'on appelle un dégourdi en grès. Une fois que cette cuisson est terminée, je vais pouvoir poser le décor sur terre cuite, qui est dans mon cas un émail simple. Donc je vais poser un émail sur la pièce cuite pour la cuire une deuxième fois à la température définitive de cuisson, en général autour de 1280 degrés. Et si pour Noël, au lieu d'acheter de nouveaux produits, vous restauriez ceux qui prennent la poussière dans vos greniers? C'est en tout cas le métier extrêmement minutieux de cette restauratrice de tableaux. Explication tout de suite d'Axel Merle. Donc, je m'appelle Marion Boyer, je suis restauratrice de tableaux et agréée des musées de France pour tout ce qui est conservation et restauration d'œuvres d'art. Et je suis une passionnée en particulier de Marguerite Jeanne Carpentier, femme artiste que je défends depuis une trentaine d'années. Donc là, je suis en train d'enlever le vernis de ce tableau qui a été malheureusement recouvert non seulement par un vernis, mais par de nombreux repeints. Alors, l'histoire de ce tableau est très amusante. J'ai eu d'abord un appel d'un expert qui me disait qu'il y avait un tableau de Carpentier à Drouot. Et moi qui suis spécialiste qui les alerte, j'ai pas compris parce qu'il n'y avait pas d'alerte. Et en fait, ce tableau n'était pas présenté comme un Carpentier, mais comme un inconnu 19e, dû à cet horrible vernis qui couvrait, et dû à aucune signature visible sur l'ensemble du tableau. Quand un tableau arrive dans un atelier de restauration, on le prend en photo en ultraviolet, en infrarouge, en radiographie, et là apparaît sous la lumière infrarouge un début de signature de Marguerite Jeanne Carpentier. Comme je la connais très bien, j'ai pu détecter les premiers chiffres. Et moi, je vais dévoiler la signature qui se trouve en bas à gauche de notre tableau et qui montre bien que vendre un tableau jauni, inconnu, 19e est bien plus facile que de vendre un tableau d'une femme artiste et qu'on préfère cacher son nom plutôt que de le vendre sous le nom de la femme artiste. Et à mes côtés, pour en parler, Gilles Rochier, dessinateur de BD. Bonjour. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. Merci à vous. J'aimerais te faire réagir sur le reportage qu'on vient de voir autour du thème qui est abordé, à savoir la reconnaissance de l'artiste, alors que ce soit de l'artiste femme ou de l'artiste en général, une reconnaissance auprès du public ou auprès des pairs. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Et si oui, pourquoi? Je crois que c'est important au début de la carrière, parce que ça peut être un élément moteur, quoi, de vouloir apparaître aux yeux des autres, quoi, que ce soit sa famille ou
ou le milieu de l'art que tu veux t'approprier. Donc effectivement, la reconnaissance est un moteur. Après, ça peut être malsain, mais effectivement, ça fait partie de l'énergie que tu déploies au début pour essayer de créer une œuvre, d'être vu, quoi. Et pour en revenir en 2 mots sur le fait que la restauratrice explique qu'à l'époque, valait mieux un tableau sans signature plutôt qu'un tableau signé par la main d'une femme. Ouais. Finalement, c'était plus vendeur que ce soit un tableau anonyme. Tu me disais qu'aujourd'hui, les temps avaient beaucoup changé, notamment, enfin en tout cas dans le milieu que tu connais, hein, qui est le milieu de la bande dessinée, puisque apparemment les autrices de bande dessinée se vendent très bien aujourd'hui. Ouais, c'est en travaux tout ça, c'est en combat et c'est quand même elles qui ont porté le truc. Il y a eu des grandes autrices comme Bretéché ou Florence Estac qui ont creusé leur sillon, mais fondamentalement la bande dessinée moderne, la contemporaine de nos jours, c'est les femmes qui la font. C'est des jeunes femmes comme Chloé Wary, Émilie Plateau, Pénélope Bagieux, Léonie Bishop. Enfin, il y a un panel extraordinaire, elles sont appropriées le monde, on leur a laissé enfin la parole, s'exprimer sur... ce qu'elles avaient envie de dire sans dire que c'est de la bande dessinée pour les filles, sans forcément qu'elles parlent que de leurs dessoldes ou des escarpins. C'est elles qui ont la main sur la bande dessinée et ça fait largement du bien, quoi. En fait, ça ouvre à un monde peut-être un peu nouveau finalement, comme tu disais, qui n'était pas exploré jusque-là, ou des techniques peut-être aussi un peu innovantes. Ouais, c'est-à-dire qu'on les cantonnait à des trucs pas très valorisants, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elles soient intelligentes mais pas trop. Qu'elle fasse rire à la rigueur alors qu'une femme n'a pas le droit de trop de faire rire. Non, elles ont cassé les murs, elles ont cassé les cases, même dans un graphisme singulier qui leur appartiennent. Elles exploitent cet art qu'est la bande dessinée ou la narration graphique. Et elles font des choses magnifiques. Je vois le travail de Chloé Wary, je me répète, mais c'est tout en couleur, c'est moderne, c'est poète, c'est magnifique. Et j'aimerais aussi revenir à ton travail à toi, puisque tu me le disais, tu as eu la chance que ça fonctionne tout de suite, bien qu'il t'a fallu, toi, des années pour arriver au bout de ton premier livre, de ta première BD. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur tes débuts? Comment t'es venue cette passion? Comment on arrive à se lancer au départ dans un milieu pas facile et peu rémunérateur au départ? Comment on fait? Moi j'ai toujours dessiné toute ma vie, mais j'ai eu la chance de rencontrer un concept qui s'appelle le fanzine, c'est-à-dire que tu fais tes bandes dessinées toi-même, tu les imprimes et tu les donnes aux copains. Et puis à force d'en faire, tu rencontres des gens qui te présentent d'autres gens, et puis un jour tu as un éditeur qui découvre ton travail, qui vient à toi. Moi quand je dis que ça a marché tout de suite, c'est-à-dire que j'ai eu de la chance d'avoir une résonance, c'est-à-dire que j'ai eu de la chance d'avoir un public sur mon travail. Alors ça ne m'a pas fait riche. C'est pas un métier qui rend hyper riche, mais ça m'a permis de m'envisager sur d'autres livres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en dédicace, vous commencez à avoir des gens qui vous parlent de votre travail, quand vous rentrez, vous avez envie de commencer un nouveau livre, un nouveau récit. Donc moi, c'est un accident de parcours. J'ai été salarié jusqu'à l'âge de 40 ans et à ce moment-là, il n'y a plus de boulot et donc je me retrouve face à moi, tout seul un peu, et je fais ce que je sais faire à ce moment-là, c'est dessiner, quoi. Et faire de la bande dessinée. Alors justement, dessiner, on va avoir la chance après d'avoir une démonstration et on reviendra sur les sujets de tes livres, etc. Mais avant, j'aimerais parler justement de la dernière étape de la vie d'une œuvre qui est celle, nous le disions, de la commercialisation qui au départ n'est pas facile, même on peut le dire, qui est difficile mais pourtant indispensable pour se faire connaître. L'exposition en galerie reste un lieu de visibilité privilégié pour cela. Tout de suite, reportage de Barnabé Lambert. Bonjour, je m'appelle Isabelle Lefort et j'ai créé la Galerie Monde à Part il y a presque 13 ans maintenant. C'est une galerie d'art contemporain qui est au 80 rue du Château à Boulogne. La galerie est historiquement focalisée sur les artistes français. Je propose de la peinture, de la photographie, du dessin, un petit peu de vidéo d'art, mais légèrement, des installations et des sculptures. Mon métier, c'est galeriste. Le métier du galeriste, c'est de faire une sélection d'artistes, de les présenter, de les promouvoir, que ce soit dans le lieu de la galerie ou alors hors les murs, de créer des catalogues, de les emmener un petit peu à droite et à gauche dans les foires, et puis surtout de les vendre, puisque la galerie, c'est un des moyens pour les artistes de subsister. L'exposition qui est en cours s'appelle Art is all you need for et va durer jusqu'au 11 janvier 2020. Elle va passer la nouvelle année. Donc c'est une
exposition avec des œuvres très variées en termes de format, de coûts aussi, de budget, puisque ça commence à 250 et ça finit à 5 000 euros. Je recommanderais cette exposition à tous les gens qui sont curieux de l'art, puisque la galerie est vraiment ouverte à tous, ceux qui sont amateurs d'art et collectionneurs évidemment, mais ceux qui se disent ouais, c'est étonnant ce qui se passe là-dedans et j'ose pas entrer. Voilà. Donc tous ceux qui n'osent pas entrer, je leur dis entrez parce que c'est une aventure magnifique et on n'est pas obligé de dépenser à chaque fois qu'on rentre. Voilà. Et nous voilà de retour avec Gilles, toujours, qui va nous faire l'honneur de nous proposer son travail, un travail qui est digne d'un entraînement sportif, c'est ce qu'il me disait à l'instant. Alors Gilles, pourquoi il est très important quand on est dessinateur, finalement, de dessiner tous les jours ? Ça dépend des dessinateurs. Moi, pour le cas, je suis un besogneux, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui dessine et qui gomme, qui recommence, et tatati, tatata, c'est long, c'est très long. Vous en avez d'autres qui dessinent fabuleusement comme ça, comme ils respirent. Moi, j'ai besoin de beaucoup travailler, donc je me lève tôt le matin et pendant 2-3 heures, je fais mes gammes en dessin pour essayer de garder la main et pour pas que le dessin s'éloigne de moi si je dois faire un dessin définitif l'après-midi. Donc tous les matins, je prends un carnet et je dessine un petit peu par rapport à mon humeur. Du matin en l'occurrence. Donc bonne ou pas bonne ? En gros pas bonne, ça dépend des matins. Et donc je fais travailler mon bras et mes pensées. Moi ce que j'aime dessiner, c'est un peu toujours la même chose. J'habite en quartier populaire depuis des années et j'adore dessiner les gens dans les quartiers populaires. C'est eux qui m'intéressent parce que c'est eux qui font la vie autour de nous. C'est eux qui bossent dans les hostos, c'est eux qui bossent à l'école, c'est eux qui font des études, qui vont à l'usine, et donc tous ces gens qui vivent en quartier, j'adore les dessiner en fait. Donc je travaille toujours au rouge et bleu pour démarrer, c'est-à-dire que c'est un croquis, et après ce dessin s'il me plaît, je vais le garder et avec une table lumineuse je vais le repasser au noir, mais j'utilise toujours ce crayon, je crois qu'il est un crayon de télévision, on appelle ça, un crayon technique où il y a du rouge et du bleu, et comme ça je mélange les masses. Et pour que je puisse faire des foncés, des clairs. Comment tu as appris à dessiner au départ ? J'ai pas appris... Tu étais autodidacte et ouais. Tu t'améliores en fait au fil des années ou Moi, j'ai arrêté l'école en 5e en fait. Et ensuite, j'ai fait des petits boulots, mais je dessinais quoi. C'est un truc qui me débordait, le dessin qui me déborde encore toujours. Tu peux pas m'empêcher de dessiner si j'ai envie de dessiner. Donc j'ai appris à force de regarder les expos, les livres des autres, et puis travailler, dessiner. Donc j'ai passé effectivement mon temps à dessiner dans la rue, partout où je suis. En fait, je m'ennuie jamais, j'ai toujours un truc à dessiner, moi, quelque part. Je suis toujours rassuré, en fait. Donc c'est la marge de progression, et j'ai le sentiment tous les jours d'en être qu'au début, quoi, en fait. Il y a toujours à apprendre. Il y a toujours à apprendre, et puis on a toujours l'émotion de se dire qu'on va s'améliorer, quoi. Il y a tous les maîtres dessinateurs se disent qu'une fois que tu es mort, t'as pas atteint ton but, quoi. Tu t'aurais pu encore apprendre plein de trucs. Donc en fait, je dessine tous les jours. Quand je suis vraiment de mauvaise humeur, je dessine pas, mais c'est quand même très très rare. Et non, c'est le dessin qui m'intéresse, et puis de découvrir aussi comment d'autres dessinent, leur technique, leur façon. Donc j'arrête pas, je remplis des carnets où je réfléchis à des projets, et puis quelquefois je suis obligé d'écrire des scénarios pour les proposer aux autres quand j'ai des idées. Mais globalement, il n'y a pas un jour où je travaille pas, que ce soit samedi, dimanche, quoi, parce que je suis animé par ce truc. Alors, je te laisse un petit peu avancer si tu veux, parce que ça ne doit pas être facile de faire les deux en même temps. Mais en tout cas, dans le premier, justement, ta première BD qui a bien fonctionné, c'était aussi la thématique des quartiers populaires que tu as abordé, qui était la source de ton inspiration. Ça a été la source de mon inspiration sur d'autres livres un peu précédents, mais un peu plus austères. Et puis à un moment, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé de raconter mon enfance, parce que moi je suis né en 1968, c'était le début des cités, et je suis le premier enfant né de la cité, et je me dis tiens, je vais la raconter, alors que je ne voulais absolument pas parler de mon enfance. Et puis ça m'a ramené à ça, ouais, et puis du coup ça me l'a fait digérer. Et c'est une histoire assez triste en plus, donc...
Et du coup, ça a fonctionné, ça a résonné auprès du public et que c'est un livre qui a été adapté au théâtre, qui a été adapté par l'école Courtrage-Mais après. Ça a été un livre aussi fondateur pour moi, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la confiance des uns te donne confiance en toi et t'avances, quoi. Et tu continues à travailler. Donc en fait, je lui dois beaucoup, même s'il a été un peu difficile à faire, mais je lui dois beaucoup ce livre. Ouais. Oui, au tout premier, qui effectivement apporte de la légitimité d'une Exactement. certaine manière. Et en fait, cette légitimité, après, tu l'as ressentie, parce que tu m'as dit qu'après, on a commencé à te solliciter pour le Festival d'Angoulême, après pour prendre part finalement à la vie du milieu artistique. Ouais. Mais en fait, ce livre, il a gagné un prix au Festival d'Angoulême. Dans ce cas-là, à ce moment-là, ça change tout de suite. Vous changez de dimension. D'échelle, c'est ouais. comme le meilleur camembert de France. Il y a une étiquette sur vous et vous êtes invité partout et on s'intéresse un petit peu à votre travail. Alors après, il ne faut pas se perdre. Il faut rester un petit peu dans sa cour et mettre ça à sa taille. Mais oui, voilà, ça a tout déclenché, puisqu'après le Festival d'Angoulême m'a demandé de faire une exposition pour un Angoulême 2-3 ans après, et puis après les gens s'intéressent à votre travail, et puis en fait, on dira ce qu'on veut, mais le regard des autres sur vous vous fait faire des choses dont vous avez d'habitude la trouille, quoi. Donc je dois tout aux autres, en fait, aux livres, mais je dois tout aux autres, à ceux qui m'ont fait confiance, les éditeurs, les lecteurs, le public, tous ces gens-là, quoi. Donc là, t'as combien de BD concrètement là? 3, 4, 5? Je dirais plutôt 30. Ah pardon, 30. C'est pas grave. Je crois que c'est ma 30e là. Je viens de Ah ouais, sortir. j'étais complètement à côté. J'ai fait une adaptation du dernier. Il y a 2 films des Mousquetaires qui sont sortis. Ils nous ont demandé 2 adaptations. Donc j'ai écrit juste les scénarios. Et mon 31 sort. Mon 31e sort. Alors oui, je voulais parler du dernier justement. Là, tu travailles dessus actuellement. Tu as un projet de sortie. Là, je travaille pour 2025-2026. Mais j'en ai un autre livre qui sort en janvier pour le Festival d'Angoulême. Et un autre un petit peu après. Mais là, j'écris pour 2025-2026, donc je vais disparaître dans mon atelier à dessiner et on ne va pas me voir pendant 3-4 ans parce que là, c'est un enfermement total en fait, c'est un petit peu différent, quoi. Oui, donc ça veut dire en fonction donc, des ouvrages, il faut compter alors entre 2 et 4 ans, enfin ça peut dépendre. Celui-là par exemple. Plus 4 ans parce que je suis une grosse feignasse quand même aussi un petit peu. Ah, t'as dit que tu travaillais. Bah oui, mais c'est le paradoxe en fait. Non, mais c'est parce que c'est dur. En fait, c'est très dur. Il faut revenir dessus, il faut revenir dessus. j'imagine. Il y a des jours où on n'a pas tellement envie. J'étais à une moyenne de 4 ans. J'ai réduit un peu. Je suis à 2 ans, 2 ans et demi là maintenant. Donc je suis fier de moi. Ouais. Donc faut compter en moyenne. Ouais, 2 ans et demi. Mais là, j'ai écrit 2 albums pour les Mousquetaires, pour Casterman en 1 an. Donc c'est un petit peu à la commande aussi, quoi. Et donc du coup, on va terminer peut-être d'un mot avec du coup le dessin que tu nous as proposé aujourd'hui, qui représente, donc tu l'as dit, un petit peu la banlieue, un quartier avec de grands buildings. Voilà, c'est ma déambulation, c'est mon dessin préféré. C'est moi qui marche dans la rue. Alors je suis mal dessiné, hein. Mais c'est moi qui marche dans la rue parce que c'est vraiment mon sujet, la rue, quoi. Favori. Ouais, c'est mon sujet favori. Donc n'importe quelle heure, je vais marcher dans cette rue, dans ces tours qui habitent autour de moi. Grandir qui et m'ont puis vu évoluer. grandir. Merci Exactement. beaucoup, Gilles. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur cette émission donc consacrée à l'art. Nous espérons vous retrouver nombreux et nombreuses demain pour un nouveau Direct Mag. Cette fois-ci, nous aborderons la thématique du théâtre et nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous sur ce plateau 3 comédiens pour en parler. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.